c'était pas une soirée comédie, hein. Je crois qu'on peut applaudir Alberto quand même. Bon, ça, il n'y était plus qu'à parler. Allô. J'avance un petit peu. Alors, je vais profiter d'avoir le bâton de parole en premier pour rappeler une consigne toute simple. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Je vous apporte le micro et malheureusement avec le Covid, je serai obligé de faire un peu comme Jacques Martin. Vous vous souvenez à l'école des fans, je tiendrai le micro et vous devrez bien remettre votre masque pour poser la question. Voilà, c'est une mesure sanitaire qu'on doit faire. Je vais poser la première question à Alberto. Par rapport à ton enquête, au travail considérable que tu as fait, moi ce qui m'a bluffé lorsque je l'ai vu la première fois, c'est de voir la qualité et les postes de responsabilité qu'ont pu avoir les différents protagonistes que vous avez interviewés. On a quand même le président du Pakistan, on a des responsables, les plus hauts responsables de l'ONU, de la CIA, etc. Donc tu es journaliste, en plus d'être cinéaste. Comment tu as fait avec ton équipe pour pouvoir approcher toutes ces personnes et obtenir leur autorisation, et que ce soit aussi bien du côté, on va dire, occidental, que du côté afghan et plus particulièrement des talibans? C'est une bonne question parce que bon, ça fait déjà un bon moment, mais c'est pas un travail à moi, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On a travaillé donc avec Eric et surtout aussi aux États-Unis avec François Branger, qui c'était le collaborateur qu'on avait, qui avait de très bons contacts au niveau de la diplomatie américaine. Dans le cas d'Eric, il avait déjà séjourné comme correspondant de France, de Radio France, en Afghanistan depuis 2003, 2004 jusqu'à 2007. Et après, il a continué à couvrir l'Afghanistan depuis le Pakistan. Donc au Pakistan aussi, il avait tout un réseau que, notamment, ça lui a permis d'entrer en contact avec l'ancien président pakistanais, qui ne se trouvait plus au Pakistan à ce moment-là parce qu'il était un petit peu il était soupçonné, il est d'ailleurs accusé et avec des preuves de corruption, donc il était réfugié à Dubaï à ce moment-là. Bon, c'était pas simple à l'avoir. Mais je pense surtout qu'elle est tombée dans un moment charnière de l'Afghanistan. C'est-à-dire, nous, on n'avait pas l'intention de faire un film ou de faire une enquête où on continue à alimenter ce qu'on disait depuis 2001 sur l'Afghanistan, cette idée de reconstruire un pays, d'exporter la démocratie, de faire un pays comme la France ou comme n'importe quel pays d'Occident. Il y avait beaucoup de films qui étaient faits comme ça. Nous, on était surtout allés chercher les points de bascule quelque part. Comment ces responsables qui avaient mené la guerre, quelque part, ils nous donnaient, des fois sans trop le savoir, des clés pour nous faire comprendre qu'on passait de l'autre côté, c'est-à-dire on passait de l'époque de l'euphorie à l'époque de la reconnaissance de la défaite quelque part du projet, notamment sur le point militaire. Et d'autre part, bon, ça c'était par rapport à ces hauts responsables. Je pense que après il y a des trucs concrets, il y a un effet de chaîne. Quand il y a un personnage important qui accepte de témoigner, les autres, des fois, ils veulent bien être parce qu'ils ne veulent pas rester en dehors. Mais c'est pas beaucoup de hauts responsables. On avait quelques postes clés, notamment Brahimi, c'était quelqu'un de très important. Brahimi, c'était l'ancien délégué des Nations Unies en Afghanistan depuis l'époque des talibans, donc depuis avant l'intervention déjà, donc il connaissait les Molomar, il avait déjà négocié au moment où les talibans étaient en guerre avec Massoud, il essayait de ramener la paix, il n'a pas réussi, mais il connaissait bien les pays, et lui, il avait été la personne clé aussi pour les négociations de Bonn, c'est-à-dire la conférence de Bonn. C'était la conférence où les vainqueurs décident du futur de l'Afghanistan. Lui, il réclamait une présence des vaincus, des talibans. C'était
possible à cette époque-là, il n'a pas obtenu. Et il avait un regard, en plus il venait de l'Algérie, donc il avait un regard historique qui était intéressant aussi par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan. Voilà, et après, notamment, on est tombé sur cette... on a cherché, on a trouvé cette colonel des forces spéciales américaines qui, comme beaucoup d'autres aux États-Unis, ils ont très vite compris qu'ils se trouvaient face à une guerre insurrectionnelle, c'est-à-dire c'était pas que des groupes terroristes qui se cachaient dans les montagnes, c'était des gens qui étaient dans les villages en fait. C'était pas on cachait les armes, où ils les avaient cachées, ils avaient enlevé leur insigne taliban, ils se disaient plus talibans, mais ils restaient là. Et donc ça, beaucoup parmi eux, ils ont compris que la guerre n'était pas déjà en 2006-2007 n'était plus gagnable, militairement gagnable. Et aujourd'hui, on le sait, bon, pour finir, je suis allé un peu loin, mais quand il y a eu en 2011 l'enquête menée par la propre armée américaine, qu'aujourd'hui on appelle les Sargent Papers, c'est-à-dire une enquête qui est menée par une commission de l'armée américaine à l'intérieur de soldats et des officiers, où cette commission en 2011 déjà arrive à la conclusion que la guerre n'est pas gagnable. Mais donc, il va falloir attendre 10 ans toujours. Au Vietnam, c'est pareil. En 68, l'armée américaine comprend déjà que la guerre n'est pas gagnable au Vietnam, mais ils vont encore continuer avec tous les bilans énormes des morts qui va s'en suivre. Donc, voilà, donc 2011, je crois que c'était un moment charnière. En plus, côté français, l'armée française était sur la retraite déjà. Donc c'est une des premières conditions à partir. Donc le débat en guerre de Sarkozy dure très peu de temps. Hein. Ils commencent, ils comprennent qu'ils sont face à quelque chose d'impossible. Et voilà, il fait, c'est Hollande qui décrète la retraite. Et voilà, donc je sais pas, je pense que c'est ça, c'est une coïncidence d'une époque, un moment, et certains gens ont envie de parler, et après des bonnes relations côté américain, notamment pour les gens de la CIA et les généraux de Kemper. Avant que je cède la parole, je souhaiterais que Daniela peut-être puisse nous faire part de ce qu'elle a vécu et témoigner peut-être, parce que tu es sage-femme, je crois, et tu as travaillé à Kaboul. Est-ce que tu peux nous Merci Jérôme. relater un petit peu Merci à vous tous. C'est la soirée où c'est Alberto qui a l'honneur et cette réflexion sur l'Afghanistan. Moi, je voulais juste partager. Je suis également argentine avec géopolitique. On est en France depuis une quarantaine d'années. Je suis sage-femme. Je travaille avec Médecins sans frontières. Et dans ce cadre-là, en 2014, j'ai ouvert une maternité dans l'ouest de Kaboul pour la population hazara, qui est une minorité chiite, qui a été persécutée depuis toujours, et notamment par les warlords, par les talibans et par les Américains, par tout le monde. Et donc nous avons ouvert cette maternité, qui est une maternité qui est devenue phare parce qu'il y avait une population de millions de personnes dans cette zone-là. Des femmes qui vivaient dans une extrême pauvreté, qui n'avaient pas accès à des services d'urgence d'accouchement. Et donc très rapidement, en 2-3 mois, on a atteint des chiffres extraordinaires. On avait 50 accouchements par jour, 1500 accouchements par mois. C'était des records absolus, donc un service de qualité qui était gratuit, avec un travail très respectueux. Et surtout, pour moi, ce qui a été le plus fort, c'est qu'on avait une équipe de sages-femmes. Moi, j'ai recruté 180 personnes lors de cette ouverture, notamment des sages-femmes, une cinquantaine de sages-femmes afghanes, donc jeunes, la plupart d'entre elles, qui avaient eu accès à l'éducation, qui avaient étudié, qui travaillaient de nuit, qui venaient travailler toutes seules, et qui m'ont donné, qui étaient les gens les plus impliqués, les plus compromis, engagés
accompagner les femmes dans ce processus-là. Et donc, ces filles-là étaient pour moi un espoir de ce que pouvait devenir, comment on pouvait changer le paradigme en Afghanistan. Et malheureusement, cette maternité, donc, qui était ouverte depuis le 25 novembre 2014, a été attaquée l'année dernière, le 12 mai 2020, par un groupe armé dont on ne sait pas exactement encore la provenance. On dit que c'était l'État islamique. Et donc, un commando est rentré dans la maternité et a tiré sur les équipes, sur des mamans qui venaient de donner naissance, sur des nouveau-nés, sur du personnel, donc une sage-femme qui est décédée, 16 mamans et bébés qui sont morts, qui venaient de naître. Il y avait encore une mère en train d'accoucher. Et malheureusement, donc, ça a produit le retrait du soutien de l'MSF qui a considéré qu'il n'y avait plus les conditions de sécurité pour maintenir ces équipes. Et je ne peux qu'espérer que peut-être la situation actuelle fera qu'on puisse reconsidérer ce soutien, si la situation sécuritaire le permet, et que ces femmes qui ont vécu des années de pouvoir, d'études, de travail, de beaucoup d'espoir, puissent aujourd'hui résister à ce bien, et que la communauté internationale les soutienne, et qu'on puisse être là pour elles et pour ce pays. Voilà tout ce que j'avais à dire. Vous avez des interventions, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. C'est un peu plombant, hein, mais... Ah, tiens, Nicolas. Question en direct. Alors, en direct. C'est intéressant, donc tu as parlé de guerre insurrectionnelle, et donc ça fait un parallèle avec le Vietnam. Et donc on a vu les images là récemment de Kaboul qui tombe, on a rappelé Saigon qui tombe, et Saint-Jacques qui tombe, mais ça n'a rien à voir. Précise Saint-Jacques pour eux qui connaissent. Non, mais ils connaissent, ils y ont été. Oui, la question. Oui, je n'ai pas très bien compris ta question, mais... Non, le parallèle entre la chute et la chute, et les Américains et leurs problèmes de guerre insurrectionnelle. Oui. Ouais, je pense que c'est tellement différent, mais c'est vrai qu'il y a des parallèles. Je pense que tout le monde l'a senti. Ça, ils ont vu, des gens qui ont vu la chute de Saigon à l'époque, la chute de Kaboul. Peut-être pas les mêmes engagements. Je dis, il y a beaucoup de différences. Évidemment, c'est pas les mêmes types de combattants, c'est pas les mêmes idées. Et la seule chose en commun, peut-être, qu'ils avaient l'insurrection vietnamienne et l'insurrection talibane, c'est que c'est des entités nationales. C'est-à-dire, c'est pas des étrangers qui arrivent et vont. C'est des entités nationales, et c'est pour ça que c'est peut-être difficile de les arrêter, de les stopper, de les vaincre. Ils sont dans la population, on peut être d'accord ou pas, mais ils ont toujours des raisons pour lesquelles la population les soutient. Et quand on voit les cas des talibans, qui étaient en 2001, 2002, étaient complètement défaits, donc parce que, enfin, comme on dit, un des chercheurs des Nations Unies pour la drogue, il dit les talibans, ils avaient éradiqué la culture de l'opium, mais c'est fait d'éradiquer la culture de l'opium dans l'année 2000 a fait que la population rurale était dans la famine. Donc, ils ont perdu le soutien de beaucoup de la raïsonnerie afghane, et ce qui a facilité leur chute. Donc, après, donc il y avait une possibilité de faire les choses autrement à ce moment-là. Mais la persistance de la guerre, la construction d'une guerre, la continuité d'une guerre, la transformation d'une guerre qui était contre Al-Qaïda, qui s'est devenue contre les talibans eux-mêmes, et surtout une guerre qui est devenue de plus en plus, pas dans les villes, parce je pense que c'est intéressant de faire la différence. Kaboul, aujourd'hui, peut-être 6 millions d'habitants,
et quand même, le Pakistan reste quand même un pays rural. 70% de la population habite dans la campagne. Et donc, ces campagnes, ils ont beaucoup souffert de l'intervention militaire. Parce que, comme on les voit dans le film un petit peu, mais aujourd'hui, si on lit un petit peu la presse aujourd'hui, c'est partout. Hein. On essaie de faire une autopsie de qu'a été cette guerre. Et c'est vrai que c'est une guerre dont la population a beaucoup souffert. Il y a beaucoup de victimes civiles dans les campagnes, notamment avec les raids, parce que comme les talibans étaient en Algérie, les États-Unis sont en Vietnam, c'est des guerres ingagnables. Bon, aujourd'hui, tous les stratèges militaires le savent. La question s'est posée aujourd'hui pourquoi, bon, je veux dire, pour conclure l'idée, c'est la persistance et la continuité de cette guerre a donné aux talibans la possibilité de devenir à nouveau souhaitable pour le pan entier de la population. Je pense que s'il y avait des négociations, s'il y a eu des négociations en 2002, 2004, 2005, les talibans étaient dans une situation de faiblesse, il aurait pu avoir d'autres. Bon, c'est difficile aujourd'hui, c'est facile de faire des spéculations, mais je crois que c'est important de tenir compte de ça. Aujourd'hui, la persistance de la guerre, ça a pu mener à une profondisation de la catastrophe. Une question, si monsieur. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir au moment de la corruption. Est-ce que ça n'a pas été corruption au moment où les sociétés capitalistes ont récupéré en fin de compte la manne que les États distribuaient? Est-ce que ça n'a pas été le point de bascule qui a fait perdre l'enthousiasme? C'est facile de répondre effectivement avant ou après, mais parce que j'ai entendu 70-30 quoi. Sur $100, il y en avait 70 qui repartaient et 30 qui allaient au travail. Est-ce que ce point-là était peut-être, lui, modifiable? Peut-être que les événements ne se seraient pas produits de la même manière. C'est possible. Moi, simplement, il faut voir qui étaient les bénéficiaires de ces 70%. Donc, c'est les mêmes bailleurs de fonds. Donc, c'était les grosses sociétés qui recevaient des crédits pour aller investir dans l'Afghanistan, qui avaient des mécaniques pour répatrier au moins 30% de ces sommes qui étaient, soi-disant, engagées dans des travaux en Afghanistan, ou dans l'aide en général, des ONG, enfin, c'était tout travaux publics, etc. Et donc, il y avait ces côtés-là, d'une part, ces sociétés qui étaient des grandes multinationales, qui recevaient l'aide américaine notamment, qui investissaient en Afghanistan, mais ils faisaient des interloupes comptables pour qu'il y ait un 30%, minimum un 30% qui revenait dans les propres sociétés. Après, les 70 restantes, c'était qui? C'était les alliés des Américains, les warlords et tous les gouvernements afghans et les parlementaires. Il fallait arroser plein de gens, donc c'était tous, il y avait le système, il s'est construit un système d'une énorme corruption. Aujourd'hui, les enquêteurs parlent d'une klepto-gouvernement, ou une kleptocratie. En Afghanistan, c'est devenu une kleptocratie. Bon, on sait les chiffres, c'est très difficile de dire les chiffres, parce qu'ils sont hallucinants. On parle de 3 000 milliards de dollars qui ont été versés. Aujourd'hui, il faut savoir que le budget afghan tournait autour, dans l'époque la plus florissante, tournait autour de 20 milliards. Donc l'Afghanistan aurait pu vivre 100 ans avec qui s'est perdu dans la nature. On dit que l'argent est beaucoup à Dubaï, mais c'est tous ces oligarchies afghanes aussi qui ont beaucoup profité. Et après, c'est vrai, il y a eu, dans des villes comme Kaboul, il y a eu énormément de bénéficiaires. C'est les malheureux aujourd'hui qui ont peur parce qu'il y a eu des universités, il y a eu des écoles, il y a eu des hôpitaux, enfin, il y a eu toute une masse de gens qui accédaient au poste de travail, bon, on ne sait pas qui vont faire les talibans, mais surtout, on sait que les talibans ne pourront pas payer, parce que tous les fonds qui étaient alloués à ces institutions d'État, ils sont déjà en train d'être rapides. Mais bon, mais ça, je ne sais pas si on aurait pu faire autrement. Je pense que c'est une conséquence logique
de système d'alliance qui était bâti dès le moment de l'intervention. La guerre s'est faite, les Américains l'ont faite avec les warlords. Et les warlords, c'était ceux qui faisaient le trafic de drogue, qui sont eux qui sont profités des mannes financières par l'État. Oui, alors, d'abord, je prends mon papier pour être compréhensible. Voilà. D'abord, merci, parce que c'est un film qui, de toute évidence, fait reculer mon ignorance. On va y savoir quelques informations sur ça. Là, effectivement, ça bouscule des certitudes qu'on se construit comme ça, là, des articles qu'on croit honnêtes parfois et qui nous sont peut-être. Alors, j'ai deux questions sur le contenu plus près. J'ai deux questions sur le film. Bon, d'abord, rien n'est dit sur avant 2001. C'est un choix. Rien n'est dit sur l'avant 2001. On démarre en 2001, hein, messieurs. Il faut bien démarrer à un moment. Voilà. Je trouve que ça marque un petit peu parce que ça aurait pu expliquer aussi certaines choses. Alors, première question, sur les talibans. Certes, voilà, j'ai fait connaissance avec la réalité talibane au cours de ce reportage, donc fait connaissance, véritablement. Mais quand même, il me semble, je m'étais construit peut-être des fausses idées, mais ils sont quand même porteurs d'une idéologie, on va dire d'une philosophie assez restrictive, rétrograde, et ça apparaît très peu dans le reportage, là, sur le fond, par rapport à la musique, par rapport à l'art, par rapport à la culture, par rapport à la formation, etc. Je trouve, voilà, première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut, parce que là, enfin, il y a beaucoup de vérité, et le titre, c'est le prix de la vengeance. Est-ce qu'on peut penser que seule la vengeance a motivé, a mobilisé les Américains pour intervenir dans cette guerre-là? Pour moi, c'est pas certain que seule la vengeance ait motivé son intervention en Afghanistan. Bon, c'est long, hein. Mais c'est juste. C'est juste les mots, c'est des bonnes questions. Bon, 2001, on parle un petit peu d'avant 2001. On parle des warlords, on fait un petit recours, on fait un petit retour à l'époque de retrait soviétique, et on rappelle, je suis d'accord que c'est très succinct, et on rappelle que ces warlords qui vont soutenir l'intervention américaine, ils avaient été déjà armés par les Américains pour battre les Soviétiques. Et que c'est eux qui ont mené la guerre civile en Afghanistan après la retrait soviétique. Et qui ont détruit Kaboul, et qui ont instauré un système. Bon, ça c'est là que c'est pas développé. On a eu plusieurs versions du film. Il y a une version où ces flashbacks étaient beaucoup plus. Flashbacks, c'est-à-dire ce retour en arrière de 2001 était beaucoup plus long, mais ça n'a pas été accepté par la chaîne. Déjà, c'était l'économie de tout ce qui n'a pas été accepté par la chaîne, parce qu'à l'époque, c'était un film qui pour la chaîne était assez dur à accepter. Mais bon, pour la chaîne, je parle de France 3 à l'époque. En tout cas, la responsable du programme de France 3 à l'époque. Mais alors, moi je suis d'accord, ça serait très intéressant de faire plus sur le 2001. Bon, les films n'étaient pas, on ne voulait pas faire un film sur les talibans, c'était pas ça l'idée. L'idée principale à la base, au départ, c'était faire un bilan de 10 ans de guerre. On n'allait pas, on n'essayait pas de porter des jugements sur les talibans. Mais moi je pense que dans un moment dans le film on défend les thèses talibans. Les talibans sont ce qu'ils ont, et d'ailleurs c'est dit par plusieurs personnes dans le film, les talibans ils représentent des traditions pashtunes plutôt qu'islamistes. Et islamique, c'est pashtun, donc c'est l'islamisme vu par les pashtuns, par des sociétés très arriérées, entre guillemets, c'est peut-être pas les mots utilisés, mais c'est des traditions qui existent en Afghanistan depuis des décennies, donc bien avant les talibans. Les talibans, c'est une mouvance qui est apparue en 1995, donc après la guerre civile afghane,
Donc, ils étaient très rigoristes avec la charia hyper stricte, et que les femmes ils ont souffert énormément, mais pas seulement que les femmes. Hein. Donc, la musique, plein de choses que la télévision était interdite, les images, enfin toute une vision très proche de ce que c'est la vision de l'Arabie Saoudite, par exemple, à une époque. Ils sont dans la même lignée. Bon, on n'a pas fait une guerre contre l'Arabie Saoudite pour ça, mais il y avait ça, il n'y a pas de discussion. C'est des pensées dans lesquelles nous, on n'est pas d'accord. Mais il faut faire une guerre pour ça. C'est ça la raison de la guerre. C'est ça un peu la question qui se pose-t-il. Pas ça la raison de la guerre. Bon, est-ce que c'est la vengeance? Moi, je pense que le moteur de la vengeance, si on la comprend comme une question politique vis-à-vis de l'opinion publique américaine, c'était très important. C'est-à-dire, il faut taper sur quelqu'un et le coupable idéal, c'est que les Afghans n'étaient pas capables, à ce moment-là, d'ailleurs, Bin Laden est là. Parce que bon, aujourd'hui, on le sait, hein, l'objectif principal de l'administration Bush, c'est de taper sur l'Irak. Mais les mêmes Rumsfeld et compagnie disent qu'on ne peut pas attaquer tout de suite l'Irak, d'abord parce qu'il y a une troupe quand même importante, Saddam Hussein, ce n'est pas les talibans, ils peuvent répondre, on n'est pas prêt encore, et ensuite, il n'y avait pas de preuves, de connexion aucune entre les attentats et Saddam Hussein. Mais ça, c'est leur but, c'est l'Irak. Mais ils ne peuvent pas attaquer directement. Donc, pour moi, il y a une espèce de raisonnement comme ça, bon, Bin Laden est là, plutôt qu'envoyer des forces spéciales les chercher, allez, on envoie l'armée, on envoie les bombardiers, et c'est un engrenage. L'engrenage aussi, c'est pour ça que la question de la corruption est importante, parce que l'engrenage génère énormément de dividendes. L'industrie armamentique américaine a fait des profits gigantesques dans la guerre d'Afghanistan et d'Irak. On parle de 6 000 milliards de dollars qui ont été déversés dans les industries de l'armement dans toute la guerre d'Irak, la guerre en Afghanistan et la guerre en Syrie. Donc il y a des gens qui n'ont pas intérêt à arrêter. Alors, après, je ne sais pas la clé de savoir pourquoi. Parce que l'Afghanistan, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas de pétrole, il y a quelques gaz, on dit. C'est un pays stratégique pour la Chine, c'est vrai, parce que la Chine pourrait avoir accès au pétrole du Golfe Persique par terre, plutôt que dans la mer. Bon. Mais je crois que c'est un engrenage qui va s'alimenter et qui a des raisons internes en Afghanistan et externes aux États-Unis. Voilà, une fois qu'elle est déclenchée, après, arrêter la guerre en 2006-2007, c'était avouer une défaite. Bon, voilà, et je ne me rappelle pas la troisième question. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin du débat. Il y a encore 3 demandes de questions. Donc, je vous demanderai de poser des questions, si c'est possible, voilà, assez rapide, ou un commentaire assez rapide avec une réponse, si possible, assez rapide. Et de toute façon, je vous rappelle qu'il y a l'apéro. Hein, donc, vous pouvez aller voir Alberto et il y a question-réponse apéro, hein, bien sûr. Alors, je vais être rapide parce que, dans tout le film, on parle des talibans et en disant que c'est pas Chouni, ce qui était vrai, mais qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des Ouzbeks, il y a des Tadjiks, etc., qui ont rejoint aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand on parlait qu'il y avait un sentiment national qui était né, qu'il y a la comparaison avec les résistants, ça s'est vraiment transformé comme ça, parce que c'est plus seulement l'ethnie Pachoun qui est dans le mouvement, mais ils ont réussi à s'adjoindre d'autres populations. Il faut bien qu'il y ait un côté libération du territoire par rapport aux armées étrangères. Voilà. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que Nicolas parlait, ça m'a rappelé Saigon, moi aussi, parce qu'il avait passé à la télé il y a peu de temps, là, tout le Vietnam. Et moi, ça me rappelle, quand je compare, je me dis, voilà, à la fin, il y a quelqu'un c'est le premier ministre pakistanais qui dit, mais laissez l'Afghanistan dans cet état-là, ça va faire boule de neige, c'est toute la région qui va. Mais ils sont intervenus en Irak, derrière on a eu la Syrie, le Yémen, etc. Tout est parti. On est intervenu en Libye. On est en train de dire, on va se tailler du Mali. Dans quel état on va laisser ces pays? C'est-à-dire que cette vision impérialiste de l'Occident qui va tout prix imposer la démocratie avec des baïonnettes, ça mène le monde à la catastrophe. Deux dernières questions, et après, apéro!
Dans ce film, j'ai remarqué qu'il y a des situations, des réflexions qui résonnent assez fort avec notre situation française. J'en ai retenu une, celle où on dit que le peuple afghan s'en est remis aux étrangers pour diriger le pays plutôt que sur lui-même. Mais en France, je trouve que c'est un peu pareil. Le peuple français, alors bien sûr, on n'a pas des étrangers à la direction du pays, mais le peuple français fait un peu pareil. Il s'en remet à ses dirigeants pour construire le pays, au lieu de compter sur lui-même. J'en veux pour preuve le fait que, aux élections, il y en a beaucoup qui ne vont plus voter. Pour ces prochaines élections de 2022, il est dit que 80% de l'électorat de gauche souhaiterait une candidature unique à l'élection présidentielle. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Nos dirigeants se crêpent le chignon, et puis on va avoir une multitude de candidatures de gauche aux prochaines présidentielles, ce qui nous assure au moins l'échec. Dernière question d'intervention de Delia. Et après. Juste une question, c'est on m'avait dit que peut-être il y aurait des Afghans. Non, alors non, on nous les a pas livrés en fait. Merci pour ce très beau film. Moi, ma question, est-ce que finalement le film n'est pas vraiment une mise avec précision sur la géopolitique plutôt que les questions religieuses, ou les questions de mentalité, ou les questions... Parce que quand j'ai entendu, mais pourquoi dans votre film il n'y a pas, vous n'insistez pas sur la place de la femme, les différentes interdictions, et votre réponse, elle était aussi pour moi très intelligente de dire, mais le monstre, il est près de nous et on travaille avec lui, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est le wahhabisme qui nous ont exporté ici, et l'intégrisme et l'extrémisme religieux. Et moi je pense, enfin ma question c'est celle-là, et puis en plus on travaille, le monde arabe aujourd'hui, on l'a mis à plat par terre, avec ses intérêts de colonialisme et de l'argent, l'esprit rapace du capitalisme. Et voilà, est-ce que pour moi et pour vous, le film n'était pas vraiment, il ne ciblait pas plutôt ces problèmes autres? Parce qu'on nous aveugle avec, c'est vrai, hein, ça nous pose des problèmes d'intégrisme, d'extrémisme, et on doit combattre ces phénomènes-là, mais est-ce qu'on ne nous met pas aussi les œillères pour nous vendre la guerre, pour nous vendre les agressions et le colonialisme moderne? Merci. Ah, je crois, oui. Non, moi, je vais faire un dernier mot avant l'apéro. Oui. Je veux dire simplement que mes collègues, Eric de la Valenne, avec une réalisatrice qui s'est incorporée à l'équipe, Claire Billet, sont en train de partir en Afghanistan pour faire la deuxième partie pour France Télévisions. Notamment, les grands manques de ce film, c'est un double manque. Moi, je le dis sur eux quand je le vois. C'est le manque des voix des femmes, donc on ne voit pas. C'est peut-être parce qu'on n'était pas vraiment focalisé comme on aurait dû l'être, mais bon, c'est un vrai manque. Et aussi, quand on voit ces gens qui se plaignent dans les campagnes, à Kandahar, sur le monde du travail, où va l'argent. Mais l'argent aussi, je pense qu'il y a une classe moyenne à Kaboul qui s'est bien bénéficié, pas profité, mais bénéficié. Et ça correspond à peut-être 1 million de personnes qui aujourd'hui sont là-bas. J'aurais voulu l'avoir, ça, d'avoir cette voie-là. Mais c'est vrai que les buts à l'époque c'était beaucoup plus sur la question des fonds de la géopolitique que les questions de sujet. Je pense que nous sommes des privilégiés ce soir d'avoir pu bénéficier et du témoignage dramatique de Daniela et à la fois du regard
d'Alberto, mais aussi de son esprit critique, y compris sur son film. Je crois que c'est pas si commun. Merci à vous tous aussi pour la qualité de ce débat. Et puis donc on se retrouve, vous pouvez vous arrêter aux tables si vous voulez. Et puis surtout on se retrouve pour boire un coup sur le parvis de la crêperie dans quelques instants. Je peux dire un mot de pub, parce que sur la table il y a un livre qu'ils ont fait mes collègues des prisons, dont c'est un livre collectif. Ni fou ni mort, mais ça c'est le prochain débat. Prochain film, oui. Oui, je suis en train de filmer d'ailleurs. Mais voilà, il est là, mais bon, on va faire peut-être une présentation, mais je profite. Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan, même si. Alors. Et puis on est impatient de cette bonne sœur. On a envie d'entendre parler de cette bonne sœur, là. Je suis envie.